parler de mon exploration de ce que j'appelle les sagesses et philosophies racines. Alors, puisqu'on est dans le cadre du biomimétisme, il y a peut-être une différence majeure, c'est-à-dire que nous, quand on se dit tiens, on va s'inspirer de la nature pour faire des choses, réflexe, on va utiliser toutes les techniques qui sont les nôtres pour aller explorer ce qui se passe. Une différence majeure peut-être de ces peuples, et je vous raconterai après depuis où je parle de ce sujet-là, une différence majeure, c'est que quand peut-être qu'ils sont plus que biomimétiques, ils sont bio, tout simplement, ils sont symbiotiques. Et donc quand ils vont essayer de comprendre quelque chose, ils vont se poser devant et puis ils vont observer. Et observer, c'est observer par le sens de la vue, bien sûr, mais c'est aussi par tous les sens, et puis c'est aussi par le sens intérieur qu'on a tous, alors, ou les sens intérieurs, parce qu'on pourrait rentrer un peu dans les détails. Il y avait une aînée hawaïenne qui me disait que dans leur vision hawaïenne, originelle, on pense avec alors ils appellent ça le pico. Ça rejoint un petit peu le tandien de la médecine chinoise. On pense avec le ventre, en fait, dans cette vision. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tous les ressentis, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on pense, et tout ce qui passe par le cœur, et puis par le ventre. Voilà, donc on pense avec ses tripes, quelque part. Donc, les savoirs de ces peuples-là, ils viennent d'une observation, mais qui est une observation immersive, qui est une observation où le corps est entièrement en lien avec ce qui les entoure, et d'où le fait effectivement qu'il n'y a pas de séparation dans leur vision. J'en reparlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Ce que je propose, je vous raconte un peu donc ce que j'explore dans ce bouquin, et puis ensuite je suis évidemment ouverte aux questions. Alors qui suis-je? Olivier l'a expliqué un petit peu rapidement tout à l'heure. Donc moi, je suis journaliste au départ, et puis je me suis intéressée à l'écologie au tout début de ma carrière journalistique, et puis à la science, et puis à la médecine, et à la psychologie, au développement personnel. Et puis un jour, sur mon chemin, alors au fil du temps, j'en avais rencontré quelques-uns, mais un jour sur mon chemin, j'ai rencontré des personnes qui étaient en lien avec ces peuples qu'on dit peuples racines, indigènes, autochtones, aborigènes, etc. Et ça a été comme une forme de révélation, c'est-à-dire qu'après en avoir rencontré une, deux, trois, je me suis dit, mais en fait, ils me parlent exactement de la même chose, et surtout, ils me répondent aux questions que je me pose moi-même depuis toujours sur justement ces questions de comment être un peu plus symbiotique. Et donc, autrement dit, à l'arrivée, pour moi, c'est comment être un être humain. Voilà. En tout cas, c'est dans cet espace-là que ces philosophies et ces visions m'ont apporté des réponses. Alors, j'ai pas fait le tour du monde à la rencontre de ces peuples-là. Il y a des gens qui sont allés les voir de plus près. Mais je me suis trouvée en lien avec des personnes qui étaient, eux, en lien avec ces peuples-là depuis des dizaines d'années, qui avaient vécu beaucoup d'expériences, qui en ramenaient des savoirs qu'ils traduisaient auprès de nous, chacun avec son champ. Alors c'est intéressant de voir que quand j'observe les savoirs, les sagesses, les philosophies et les savoirs de ces peuples, c'est comme si c'était une vision très générale et que chacun avait des spécialités. Voilà. Il y en a qui vont beaucoup plus loin, peut-être que d'autres, parce qu'ils ont pu rester en lien avec leur sagesse ancestrale. D'autres qui ont gardé des petits morceaux comme ça. Et tout ça mis de bout à bout, ça me donne, moi, en tout cas, une vision assez générale qui a changé ma vie, qui a changé mon regard petit à petit. Et donc, comme j'étais journaliste au départ, je me suis dit, voilà pourquoi je fais ce métier, voilà pourquoi j'écris. Donc, j'ai eu envie de mettre ensemble ces différentes visions. Et donc, j'ai écrit quelques livres sur le sujet. Et donc, celui-ci, c'est le tout dernier, donc qui pour moi est un peu un aboutissement de la réflexion de quel pont on pourrait faire entre leur vision et notre monde à nous. C'est-à-dire qu'en gros, après avoir
explorer ses sagesses, expérimenter aussi, puisque je le disais tout à l'heure, pour eux, connaître le monde, c'est l'expérimenter. Donc les savoirs, la connaissance, c'est de l'expérimentation. Pour eux, peut-être que la différence majeure avec nous, c'est que nous, on a la sensation de produire du savoir. Et pour eux, le savoir, il est déposé dans la nature. Et l'humain a la mission de comprendre comment ça fonctionne, de voir comment ça fonctionne pour maintenir les équilibres. C'est ça peut-être la différence majeure. Dans le livre, là, j'avais rencontré un chercheur américain qui est un des pionniers de ce qu'on appelle les Tech Traditional Ecological Knowledge, en tout cas des liens faits avec ces savoirs aux États-Unis, puisqu'il y a des budgets maintenant très importants qui sont consacrés à ça. Et il me disait, notre science, elle est destinée à produire du savoir. Et eux, simplement, leur savoir est destiné à vivre, en fait. Il est destiné à vivre et à contribuer à maintenir les équilibres du vivant. Voilà. Donc ça, c'est déjà un regard qui est un petit peu différent. C'était une digression. Donc je me suis retrouvée au bout de tout ce chemin à me dire, tiens, voilà, je me mets debout entre cette vision-là, que j'ai expérimentée moi aussi à travers pas mal de pratiques inspirées de certains modèles, notamment le modèle H. Shields, aussi inspiré par ces peuples-là à travers les personnes que j'avais rencontrées. Et je me suis dit, tiens, quelle est leur vision du monde que nous n'avons pas ou que nous n'avons plus ? Parce que je suis convaincue qu'au départ, on avait aussi cette vision du monde, puisque à l'origine, on a tous des mammifères qui vivaient dans la nature. On a certainement développé des capacités qui sont les nôtres. Mais au départ, il y a un lien viscéral entre l'humain et la nature. Donc, à partir de là, je me suis posé cette question et j'en ai déduit 8 principes de vie qui sont inspirés par ces peuples que j'ai retrouvés. Alors, à chaque fois, l'idée, ça a été de me dire, est-ce que ça, je le retrouve auprès de différents peuples ? Donc, parmi ces peuples, je vais les citer quand même, il y a notamment les Kogi de Colombie, avec lequel j'ai pu avoir un lien à travers un passeur qui s'appelle Éric Julien. Les Navajo d'Arizona, avec lesquels j'ai le lien avec Lorenza Garcia, qui est une passeuse des Navajo. Et puis les Maasai, etc. Et en fait, j'ai eu des liens directs, et puis j'ai fait aussi tout un travail journalistique pour aller explorer un peu de quoi ils nous parlaient. Pour aller explorer aussi tout ce qui paraît, tout ce qui sort, on va dire, sur ces sujets de plus en plus, puisque aujourd'hui, ce sont des voies d'inspiration. Et à partir de ces 8 principes, je vais vous les dire un peu rapidement, en vous explicitant peut-être quelques-uns d'entre eux. Le tout premier, c'est que dans leur vision, la vie est un système cohérent qui cherche toujours son équilibre. Et l'idée, c'est que si on va dans le sens de cet équilibre, eh bien, on maintient la vie. Si on ne tient pas compte de cet équilibre, eh bien, on va à l'encontre, donc on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre du chaos. Cette vision, je l'ai retrouvée un petit peu partout. Alors, les Kogi parlent de maintenir l'équilibre du monde. Les Navajo, ils parlent de maintenir du rôle de l'homme qui est de faire le lien entre le ciel et la terre, donc c'est aussi une vision de l'équilibre. Chez les Maasai, il y a cette idée que le chaos intérieur déborde sur l'extérieur. Donc voilà, l'idée principale dans ces visions, c'est que l'équilibre doit être maintenu, et la façon, donc ça pose évidemment la question de qu'est-ce que c'est que l'équilibre. Et l'équilibre dans ces visions, c'est pas un équilibre extérieur. C'est-à-dire là aussi, nous, on a tendance à observer le monde extérieur. Dans leur vision, l'équilibre, il passe par l'intérieur, il passe par l'intériorité, il passe par le ressenti, comme je l'évoquais tout à l'heure.
Donc un équilibre ne peut pas faire, enfin l'équilibre ne peut pas faire abstraction de l'intériorité des êtres humains. C'est-à-dire que nous, on peut projeter l'idée d'un équilibre sur un écosystème général, mais si on n'intègre pas l'idée que nous, êtres humains, nous avons besoin d'être en équilibre à l'intérieur, eh bien, c'est pas une solution. Les Lakota ont un mot pour dire santé qui se dit Wichosani, qui veut dire un homme en équilibre à l'intérieur. Et un homme en équilibre à l'intérieur donc, est en santé, mais surtout, cet homme, pour pouvoir atteindre cet état d'équilibre, il a besoin d'être en équilibre avec lui-même, avec les autres et avec le monde. En l'occurrence, c'était dans ses visions traditionnelles, le clan, la nation et le monde en général. Donc, l'équilibre, il est d'abord intérieur et il ne peut pas faire abstraction de ça. Voilà. Donc, cette première loi donc la vie cherche toujours son équilibre. Elle est fondatrice de tout le reste de leur philosophie, quelque part. Ça donne aussi des éléments du fait qu'il existe un équilibre originel. Il y a l'idée que dans cet équilibre originel, tout ce qui existe, tout ce qui est, a une place, a une fonction. Ça veut dire que donc, un homme médecine, Lakota racontait que si on observe la nature, on voit que chaque fourmi, chaque feuille, etc., est différente et a quelque part sa fonction, son rôle, et qu'il en est de même des êtres humains. Donc l'idée, dans ces sociétés-là, c'est que dès l'enfance, on va se dire, enfin, on accueille l'enfant parce que si l'enfant vient, c'est qu'il a une place, c'est qu'il a une fonction, c'est qu'il a quelque chose à déployer, c'est qu'il a un don à déployer. Il y a beaucoup de ces traditions qui parlent de dons, alors de mission de vie, de médecine personnelle, il y a plein de mots pour parler de ça. Et l'idée, c'est que quand on déploie ce don, eh bien, on est quelque part... Le déployer, c'est rendre à la nature ce qu'elle nous a donné. Elle nous donne un don, on déploie ce don, et donc en faisant ça, on rend à la nature ce qu'elle nous a donné. Donc encore une fois, ça intègre vraiment l'idée de l'individu, mais de l'individu qui est toujours dans une interrelation avec l'écosystème dans lequel il est. Dans certaines traditions, ils disent que le don qu'on a, quel qu'il soit, il n'est pas pour soi, il est pour le monde. Voilà. Donc déjà, pour moi, c'est une clé essentielle, c'est que on ne peut pas se penser séparé de l'écosystème. Et il ne se pense pas séparé de l'écosystème à aucun moment. Alors que nous, oui. On a créé des sociétés qui sont complètement en vase clos, qui sont dans des systèmes uniquement humains, quand eux ne peuvent pas imaginer une société. C'est-à-dire qu'une société qui n'est pas en lien avec la nature dans laquelle, enfin, qui nous nourrit, eh bien, c'est tout simplement, c'est pas humain, quelque part. Alors, un autre principe, c'est donc forcément, qui est relié à celui-ci que je développe, et que j'ai appelé « je est un instrument à réaccorder ». Donc forcément, pour pouvoir savoir quelle est sa place et quel don on peut donner, on peut rendre quelque part à la nature, eh bien, il y a ce chemin de travailler sur soi pour savoir qui on est. Toutes ces sociétés, pour moi, c'est un truc qui m'a vraiment frappée. Je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que voilà, j'imaginais que c'était des gens qui connaissaient bien la nature, mais je n'avais pas du tout imaginé ça. Ils ont tous des pratiques qui sont des pratiques des espaces d'expression, des rituels, des espaces où on va nettoyer. Alors, je le traduis comme ça, où on va nettoyer les énergies. Parce que l'expérience de la vie, elle fait que tous les jours, on a des difficultés, on a des trucs qui viennent nous bloquer, qui viennent s'incruster quelque part. Et ça, depuis l'enfance, surtout dans les systèmes éducatifs déconnectés dans lesquels nous grandissons, on a tout un tas de petites aspérités qui viennent se mettre à l'intérieur et qui viennent empêcher quelque part la vie de s'écouler de façon fluide.
Donc ils ont des espaces comme ça et des pratiques qui leur permettent de nettoyer tout ça. Un élément que j'ai pas vraiment évoqué tout à l'heure aussi, c'est que dans cette vision de tout ce qui est à une place, ça crée, et ça je l'ai développé pas mal dans le bouquin, je trouvais ça particulièrement intéressant. Il y a des chercheurs américains qui sont allés, donc américains et anglais, ou anglais d'ailleurs, qui se sont penchés sur toutes les archives de la conquête et qui se sont rendus compte qu'à cette époque-là, quand les missionnaires sont arrivés, ils ont vu des gens qui étaient d'une liberté incroyable, qui étaient d'une autonomie incroyable et qui ne supportaient pas la subordination. Et c'est vrai que chez les peuples amérindiens, en règle générale, il y a cette idée que l'autre ne doit pas déborder sur soi. Chez les Maasai, c'est la même chose. C'est-à-dire l'autre ne doit pas déborder sur son prochain, quelque part. Et donc il y a toute une recherche qui a été faite qui a montré que même les Lumières seraient allées chercher l'idée de la liberté, de l'égalité et de la fraternité auprès de ces peuples-là. Et on ramenait ça, donc c'est chouette comme idée, la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais quelque part, dans nos propres sociétés, on a posé ça un peu comme quelque chose qui est « ok, c'est bien, il faut le faire parce que c'est bien ». Dans la vision des peuples racines, il faut le faire parce que c'est ça la vie, c'est la nature qui fonctionne comme ça. Chaque individu est entier, autonome, il a son don à déployer. Voilà. Donc ça, je faisais un petit retour sur sur cette loi de tout ce qui est à une place, parce que effectivement, si tout ce qui est à une place, eh bien, respecter l'espace de chacun, celui où il se déploie, c'est quelque chose qui est entièrement naturel et qui fonde les sociétés, en tout cas du nord de l'Amérique. Donc, pour savoir qui on est, ce que font toutes ces sociétés, c'est qu'elles se mettent à l'écoute de la nature, je le disais tout à l'heure. Et donc, la loi suivante, c'est la terre et le diapason. La terre, elle nous permet de savoir qui on est. Grandir en lien avec la nature, ça nous permet de savoir qui on est. En tant qu'espèce aussi, quelque part, dans les visions de ces peuples-là, ça n'a pas de sens d'être propriétaire de la terre. Ça a du sens de devenir gardien. Donc ça a du sens de se dire comment est-ce que l'écosystème dont j'ai la responsabilité, puisque c'est plus une histoire de responsabilité que de propriété. Donc comment faire en sorte que l'écosystème dont j'ai la responsabilité soit en lien harmonieux avec tout ce qui l'entoure. Voilà, donc c'est vraiment cette idée d'être les passeurs, quelque part, de la vie et de la vie sur le territoire. Et puis aussi, bien sûr, ça c'est la 5e loi, c'est la terre qui donne le tempo. Et donc l'idée, c'est que c'est la question du temps. Et ça, c'est la question du temps que nous oublions quasi systématiquement dans nos sociétés. Dans ces sociétés-là, quand on prend une décision, eh bien, c'est pour les 7 générations à venir. En tout cas, c'est pour les générations à venir. Et c'est en souvenir aussi de tout ce que... Et plus qu'en souvenir, c'est en se fondant sur les lois que les ancêtres leur ont transmises. Voilà, donc ça, c'est une loi qui paraît essentielle dans la mesure où peut-être qu'aujourd'hui, les crises écologiques dans lesquelles on est sont vraiment juste une violation de cette loi, c'est-à-dire qu'on a juste oublié qu'il fallait respecter le temps de renouvellement des écosystèmes. C'est aussi simple que ça. Une autre loi que c'est que la qualité de la relation est le symptôme des équilibres. Alors, dans ces sociétés, il y a énormément de protocoles, de façons de se mettre en relation. Il y a des échanges, il y a des offrandes. Alors se mettre en relation avec les autres humains, mais aussi avec les autres qu'humains. Donc on va toujours penser à faire des offrandes, etc. Et nous, quand on voit ça, on se dit ouais, c'est des gens, ils sont un peu croyants, ils sont un peu naïfs, quoi. Et en réalité, à travers ça, c'est vraiment l'expression de la conscience de faire partie d'un cycle et de faire partie d'un écosystème plus grand. Et ça, c'est quelque chose qui, même dans nos relations interhumaines, aujourd'hui, peut-être n'est plus trop présent. Et ils ont notamment tout un système de cadeaux, etc., qui vient, à mon sens, refléter ce que j'appelle l'invisible de la relation.
Nous, on a réduit la relation à quelque chose de visible et on a notamment beaucoup, par exemple, dans le monde du travail, dans le business, etc., réduit la relation à une valeur qui est une valeur monétaire et on oublie tous les invisibles de la relation. Donc il y a quelque part un espace qui nous invite à retrouver et à redéployer, c'est comment je valorise l'invisible de la relation. Ces lois, je les explore et puis ensuite je pose toutes les questions, parce que moi je n'ai pas les réponses bien sûr de comment on peut faire ça. Mais ensuite je pose toutes les questions que ça peut poser à nos propres sociétés. Et celle-là pour moi c'en est une majeure. Et puis enfin il y a cette question de la pensée. Donc j'évoquais tout à l'heure la façon dont les Hawaïens considèrent qu'on fabrique la pensée. Et donc c'est forcément aussi avec nos tripes. Et il y a aussi cette vision que la pensée elle fait partie des écosystèmes. C'est-à-dire que dans ces visions, la pensée précède. La pensée, c'est tout ce qui précède le visible, c'est-à-dire qu'avant que quelque chose devienne visible, on l'a pensé quelque part. Donc dans notre pensée, il y a l'idée de travailler, de réfléchir à qu'est-ce qui va émerger de ce que je suis en train de penser. Et donc ça donne plein de choses, ça donne une valeur par exemple à la parole, c'est-à-dire comment je vais utiliser ma parole. Est-ce que c'est pour préserver les équilibres ou est-ce que c'est pour amener du déséquilibre? Il y a aussi l'idée que avant de faire quoi que ce soit, justement, je vais le penser et je vais le penser en me disant quel impact ça va avoir sur les générations futures. Et donc cette idée-là, c'est vraiment que penser, ça nous semble être une liberté. Oui, c'est une liberté à l'intérieur de l'écosystème. Dans ces visions, la pensée est une liberté à l'intérieur d'un écosystème. C'est-à-dire comment ma pensée est en accord avec le vivant, comment ce que je produis par mon cerveau et par le reste, comment est-ce que ça contribue aux équilibres. Et donc, la 8e loi que j'ai retrouvée dans beaucoup de ces peuples-là, je l'ai appelée une seule intention, la beauté. La beauté au sens large, parce qu'on retrouve, alors ça fait référence bien sûr à la beauté, la voie de la beauté des Navarros, qu'ils appellent Ojo. Et l'idée, c'est que on cultive tout ce qu'on peut à l'intérieur d'un cercle qui est la joie, la compassion, l'attention, l'humour, l'amour, l'équilibre, etc. Et que tout ce qui est hors de ce cercle, on l'évite. Et aujourd'hui, ce qui se passe aussi je regarde l'heure parce que je pense qu'il va falloir que je vous laisse un petit peu de temps pour poser des questions éventuellement. Ce qui se passe avec les difficultés qui nous arrivent, peut-être les crises écologiques, etc., c'est que ça génère beaucoup de peur. Et en fait, il y a un chemin et un travail à faire, peut-être, auquel il nous invite, d'aller explorer comment on peut aborder ça comme quelque chose qui peut plutôt éveiller notre créativité plutôt que notre peur. Et je pense qu'ici, on est dans un bon endroit pour ça. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je suis ouverte à vos questions. Oui. Certainement, parce qu'en plus on est des peuples de l'écrit, donc on en a certainement même plus qu'eux. Mais justement, alors c'est intéressant ça d'ailleurs, parce que comme ils sont dans l'oralité, ils ont fait revivre leur connaissance à chaque génération. Et nous, on a mis ça dans des tiroirs, donc ce serait vraiment intéressant à aller explorer. Moi, je sais que je l'ai un peu abordé quand j'ai étudié, j'avais fait un bouquin aussi sur la santé, leur vision de la santé. Et par exemple, tous les guérisseurs et toutes les pratiques qu'on a dans nos campagnes, ça vient vraiment de là. Et on retrouve les mêmes chez les Samis en Europe du Nord, on retrouve les mêmes un petit peu partout. Donc il y a des savoirs, et puis la connaissance des plantes, les connaissances des écosystèmes, les connaissances... En fait, c'est assez intéressant de se dire que peut-être chez nous, il y a des anciens qui ont des visions, des territoires notamment, une connaissance des territoires
qu'on peut parfois dire que c'est un peu obsolète, mais il est peut-être encore temps d'aller interroger les plus anciens pour essayer de retrouver ça, et puis peut-être dans les archives, très certainement, bien sûr. Ouais. Ah oui. J'avais une question, peut-être que ça relève de votre 8e voie, que vous avez moins que vous avez moins développée. Est-ce que l'art joue un rôle dans tout ça? Et est-ce qu'on retrouve un fil rouge de la place de l'art dans le maintien de ces équilibres? Alors oui, pour moi, ce sont des sociétés de l'art. En fait, c'est de l'art d'être humain même. Hein. Voilà. C'est-à-dire que justement, dans leur façon de vivre les choses, c'est déjà de l'art. Voilà. Ils transcendent les difficultés. Et donc déjà ça, c'est de l'art. Ensuite, il y a toutes les pratiques que nous, on appelle parfois artisanales, mais qui pour eux, c'est vraiment justement inscrire dans la matière un lien avec le monde qui les entoure. Et on le retrouve absolument partout. Après, chacun a ses propres voies, etc. Mais c'est vrai qu'à la base, je dirais qu'ils connaissent l'art d'être humain déjà. Et ça, c'est pas mal. Et puis, on a bien sûr toutes les pratiques rituelles avec les peintures corporelles, les parures, etc. qui sont généralement... hélas, on les voit beaucoup dans les musées derrière des vitres. Voilà. C'est un peu moins vivant que de les voir sur place, mais ça a permis aussi de sauvegarder des choses un peu partout. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Merci beaucoup, c'est vraiment très inspirant. Je me demandais, en vous écoutant parler de la part invisible de la relation, si vous auriez un exemple à nous partager de choses peut-être que certains de ces peuples font pour nourrir cette part invisible et qui pourrait nous inspirer. Alors, qui pourrait nous inspirer, Alors, il y a cette histoire que raconte David Kopenawa, que j'ai reprise dans un bouquin, hein, mais où il dit simplement que quand il était petit, il allait avec son grand-père dans la forêt et ils ont rencontré un peuple qu'ils ne connaissaient pas. Et quand ils les ont rencontrés, ce qu'ils ont fait, ils leur ont donné tous leurs objets. Et parce qu'il disait simplement, l'idée c'est que alors il parle de acquérir la trace de quelqu'un, c'est ce qui veut dire acquérir son amitié quelque part, il fallait faire en sorte qu'il ne reparte pas avec de la colère, voilà, tout simplement. Donc après on peut imaginer 1000 choses, mais se dire que simplement quand on rencontre l'autre, faire en sorte qu'il ne reparte pas avec de la colère, mais plutôt avec une énergie harmonieuse ou quelque chose comme ça. Ils ont des pratiques dans tout ce qui est recherche de consensus. Quand ils font une réunion, déjà à la base, ils savent que alors parce qu'ils sont conscients de l'intérêt supérieur de la Terre, quelque part, ils arrivent avec la certitude que les décisions qui seront prises seront les bonnes. Donc au lieu d'arriver avec l'ego qui va dire moi j'ai raison et toi tu as tort, ils arrivent déjà avec l'idée ok, on va y arriver, on va trouver la bonne solution pour nous tous. Voilà, c'est tout un tas de pratiques qui finalement on peut imaginer à partir de là des choses et des façons de les mettre en œuvre. Chez nous, ça se fait déjà un petit peu dans certaines pratiques d'intelligence collective ou de choses comme ça. Mais donc voilà, ça il y en a quelques-uns, mais je ne vais pas tous les détailler maintenant, mais oui, il y a des pratiques comme ça. Ouais. Merci pour les questions. Est-ce qu'une question supplémentaire? Ou je ne sais pas d'ailleurs en termes de temps ce qu'il en est. Je suis censée finir à 17h30, donc voilà. Mais voilà. Merci à vous. Merci beaucoup.